Bienvenue sur Radio Mans Opposé, votre chaîne 100% gardien. Nous arrivons vers la fin de notre Club par Club, notre série de l'été consacrée aux gardiens de Ligue 1 pour préparer sereinement la saison 2020-21. Pour cet épisode, nous passons par la place de la République pour retrouver le stade Saint-Symphorien afin d'évoquer les gardiens du FC Metz. Et pour m'accompagner, de loin et avec quelques verres dans le nez, il ressemble un peu à Farid Mondragon. C'est notre Nantais, Thomas Bernard. Salut Nico, salut tout le monde. Super intro. Pour nous accompagner et pour nous donner toutes les infos sorties de Frescati, c'est Socket de la Maison Grenat. Bonsoir tout le monde. Grand gardien, Farid Mondragon. Très grand gardien, c'est... Premier gardien, je suis tombé amoureux de lui. Bon, malheureusement, pas resté très longtemps, mais c'est beau. Eh oui, en effet, élu dans le 11 type messin. Socket, c'est quoi la Maison Grenat ? Alors, la Maison du Grenat, c'est une chaîne YouTube à la base qu'on a lancée avec mon compère Grenat Forever vers avril 2019. Donc, vers la fin de la saison 2018-2019 de Ligue 2 pour le FC Metz. Et depuis ce temps, on fait des vidéos alors, sur l'actualité du FC Metz. Ça va être aussi des débriefs de matchs. On fait du mercato, mais également des sujets un peu hors mainstream, c'est-à-dire des sujets sur le FC Metz pour parler de choses dont personne ne parle. Et c'est un peu la ligne que l'on a depuis un peu plus d'un an. Super, et bien très bien pour la Maison Grenat, allez checker. Avant de nous projeter dans la saison 2020-21, nous allons analyser ce qui s'est passé la saison précédente et nous le faisons comme un vrai gardien de but avec un petit coup d'œil au poteau. Et le poteau qui sauve Sylvain. Et le petit coup d'œil au poteau, ça permet de savoir où on est placé. Et pour les Grenats, c'est à la 15e place du championnat de Ligue 1 à la fin de cette saison arrêtée au bout de 28 journées. Il y a eu également un 16e de finale de Coupe de la Ligue et un 32e de finale de Coupe de France, perdu face à Rouen. Hashtag la Normandie. Socket, peux-tu nous dire quel est ton sentiment à la fin de la saison des Messins ? C'est une saison en demi-teinte parce que on fait une première partie de saison qui est pas bonne, même si on finit 17e fin décembre, on est dans une situation où dans le contenu c'est plutôt faible, offensivement surtout, même si on a un buteur absolument incroyable parce qu'on s'attendait vraiment pas à ce qu'il fasse la saison qu'il a faite, surtout de là où il vient. Donc la première partie de saison très compliquée, la deuxième partie de saison donc à partir de janvier, là c'est le jour et la nuit parce que là on est vraiment parti sur une nouvelle base avec deux joueurs qui sont très très importants dans la remise en marche de l'équipe, et ce qui fait que depuis janvier 2020 jusqu'à l'arrêt du championnat, on est au pied du podium. Je crois qu'on est 5e du championnat depuis janvier 2020. Donc c'est forcément très encourageant, mais on se dit que si le championnat n'avait pas été interrompu comme cela, peut-être qu'on aurait pu aller encore plus loin que la 15e place, pourquoi pas la 13e ou la 12e place. Donc c'est un petit sentiment de regret que le championnat se soit terminé de cette façon. Alors, en effet, on a senti une progression des hommes de Vincent Augnon. Juste avant d'aller dans les gardiens, c'est qui les deux joueurs hyper importants pour la remise en marche de l'équipe ? Tout d'abord, la première arrivée, je pense la plus importante, ça a été Dylan Brown. Dylan Brown, donc, qui est un défenseur qui appartenait à la Gantoise, club belge, qui arrive au mercato d'hiver pour remplacer notamment un joueur qui est parti du côté de la Chine. Et il est très important parce qu'à Metz, on avait un véritable problème, c'est au niveau de la relance défensive. Dès que les joueurs étaient pressés et on dégageait en catastrophe, on n'arrivait pas à avoir cette touche technique sur les relances qui pouvait des fois perforer le milieu adverse. Et Dylan Brown a un pied qui est très très bon pour un défenseur central, et donc ça a été la raison principale pour laquelle on a été le chercher. Et le deuxième joueur, ça a été Vincent Pajot, très connu pour ceux qui suivent la Ligue 1, qui là par contre à Saint-Etienne, Rennes aussi, connu de Frédéric Antonetti, qui justement a bien fait marcher son réseau pour l'attirer au FC Metz. Et ce qui fait que il a aussi changé le milieu de terrain. Il a beaucoup plus équilibré le milieu de terrain, et surtout dans l'aspect de l'accompagnement des actions offensives. Et parce qu'il est assez offensif comme milieu de terrain, et ce qui fait que autant défensivement, on a retrouvé comme une solidité assez forte,
Et offensivement parlant, ça a été beaucoup mieux parce que là, on avait une équipe qui vraiment organisait mieux les attaques. Et donc, ça a été très important pour la deuxième partie de saison. Et c'est vrai que vous êtes remonté avec un coach qui n'a pas pu réexercer en Ligue 1, un petit peu comme le coach de Brest avec Jean-Marc Furlan, Antonetti qui a dû aller au chevet de sa femme gravement malade. Tout à fait. Et donc, ils ont pris effectivement l'adjoint, le premier adjoint pour essayer de le mettre en avant. Pas simple, hein, parce qu'il avait une expérience à Nancy qui s'est pas très bien finie pour lui. Et il a dû apprendre sur le tas la Ligue 1 avec toutes les exigences, notamment tactiques. Et on sentait qu'au début, ça pêchait un peu. Mais il a pris au fur et à mesure les difficultés. Et ça a été de mieux en mieux, entre guillemets, surtout en deuxième partie de saison. Et justement, on va parler d'un joueur qui a progressé cette année, ou en tout cas qu'on a vu l'un des hommes forts du FC Metz, c'est Alexandre Oukidja en Ligue 1, qui a joué 27 matchs avec Paul Delcroix, qui a complété en jouant 2 matchs. 35 buts pris, 12e défense, donc 3 places au-dessus de votre classement. Ça veut dire que la défense était l'un des maillons forts. 8 clean sheets. Donc c'est à 4 unités du champion lillois, 78% d'arrêts, 4e de Ligue 1 sur les arrêts et 6e au classement de l'équipe avec une note de 5,62. Thomas, comment tu juges la saison d'Alexandre Oukidja? Alors moi j'ai été plutôt surpris. Agréablement surpris parce que j'étais resté sur les performances d'Oukidja avec Strasbourg lors de la première année de Strasbourg en Ligue 1 où je pense qu'à Metz il a trouvé une certaine légitimité. Là on l'attendait vraiment en tant que numéro 1, donc il avait plus confiance en lui et aussi ses partenaires et le contexte allait de pair avec, donc tout cet ensemble lui ont permis de faire une très bonne saison avec Metz. Moi, j'ai souvenir de plusieurs performances où il a été très important. Donc, il y a un match à Reims où il est énormissime et Reims gagne 1-0. Il y a un match face à Strasbourg à Saint-Symphorien où là, quand tu vois le match, tu sens qu'il est habité, qu'il est très, très motivé pour cette rencontre et il est décisif et il permet à son équipe de gagner. Tant mieux pour lui et tant mieux pour les Messins. Et il y a aussi le match à la Beaujoire face à Nantes où même si Nantes était globalement assez inoffensif, sur les 4-5 interventions qu'il a eu à faire, il était très bon, notamment face à Bamba en fin de match avec un duel remporté. Et bon, pour illustrer un peu cette magnifique saison, il a été élu joueur de l'année par les supporters messins avec 59% des suffrages, donc c'est une victoire assez dominante, hein, devant Habib Diallo d'ailleurs, qui a marqué plus de buts. Donc vraiment, pour un gardien qui termine devant un attaquant, ça veut dire qu'il a marqué les esprits. Et tant mieux pour lui, tant mieux pour Metz, et c'est très important pour une équipe qui se bat pour se maintenir, d'avoir un gardien qui réalise de bonnes performances. Et pour compléter, il y a également le match, je pense que c'est le match juste avant la trêve, c'est le match face à Amiens, gagné je crois 1-0 par Metz, où donc c'est au stade de la Licorne, donc à l'extérieur, et là pareil. On parlait, Jobard parlait du point Gomis pour Dijon quand ils avaient été à Lyon. Là, on est très clairement sur plusieurs matchs où ce sont 3 points Oukidja à chaque fois grâce à sa performance lors de ces matchs. Soket, est-ce que tu veux compléter? Est-ce que tu as d'autres matchs en tête de Oukidja? Pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a notamment les matchs contre Strasbourg, parce que le contexte, évidemment, par rapport à Strasbourg, par rapport à son expérience à Strasbourg, qui, je pense, ne s'est pas fini de la manière dont il espérait. En plus, vous commencez la saison à Strasbourg. On commence la saison à Strasbourg, donc là, la Ligue a décidé de nous taper un peu comme ça dès la première journée en nous mettant un derby. Très très bien, on accepte. Mais c'est vrai que le contexte n'est pas simple pour lui, et ça a été très bien dit. Dans les moments importants, notamment les matchs un peu limite où on gagne 1-0 et il faut tenir le score, et Dieu sait si on a eu des matchs qui ont été de la sorte la saison dernière. Il répond présent dans des situations assez complexes, assez tendues, et ça a eu
ça a évolué positivement par rapport notamment à la saison de Ligue 2, où on a senti quelquefois un Alexandre Oukidja qui a beaucoup de vigueur et des fois il est très expressif dans sa manière de jouer son rôle de gardien. Et ça, des fois, lui a joué quelques tours en Ligue 2 notamment, à la limite de l'expulsion dans certaines sorties. Et c'est vrai que la saison d'après en Ligue 1, là, quand il faut répondre présent, il répond présent, il n'a pas peur de prendre des risques. Des fois, ça marche pas, mais la plupart du temps, ça marche. Et ce qui fait que Metz a réussi à conserver des scores très, très limites contre des concurrents directs. Et ça, c'est notamment Strasbourg. On parle d'Amiens. On va parler aussi du match contre Nîmes, le dernier match à domicile et surtout le dernier match de la saison. Dans les moments importants, notamment la deuxième partie de saison, c'est là où en fait on fait le maintien et c'est justement ça qui fait qu'il mérite. Et c'est d'ailleurs le choix que j'avais fait aussi, la récompense de meilleur grenade de la saison. Et pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai pu lire une interview d'Oukidja où il évoquait en fait cette évolution entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Globalement, il n'a pas vraiment changé de méthode d'entraînement avec Christophe Marichès, mais par contre, il a pris plus de temps pour regarder ses matchs et avoir davantage de réflexion pour vraiment, on va dire, mieux appréhender la situation et peut-être ça contribue aussi à peut-être davantage de calme lors des rencontres. Donc ça fait partie de cette évolution et lui aussi il disait qu'en fait il est en train de comprendre ou de comment savoir se placer entre le fait d'être calme et d'être fou en tant que gardien. Enfin, avoir le bon milieu, en fait, trouver le bon milieu entre ces deux qualités qui font un très bon gardien, en fait. Tout à fait. Et le match, pour moi, clé en Ligue 2 qui, justement, illustre ce passage, c'est ce qui se passe contre Sochaux à l'extérieur où il est pas loin de prendre un carton rouge parce que, justement, il y a ces sorties très agressives et on est, justement, dans cette frontière entre être calme et être fou. Et en fait, on lui a très bien dit qu'à un moment donné, il doit prendre carton rouge tous les jours dans ce match-là et il faut qu'il se calme, quoi. Parce que on peut pas être totalement, je dirais, déraisonné sur certaines actions. Et je pense que c'était le moment clé où effectivement, et tu l'as très bien dit, Thomas, c'est le moment clé où justement il comprend que il y a certaines choses qu'il faut pas qu'il fasse et que ça peut porter préjudice pour la suite de sa carrière. Et donc, on voit très bien sur la Ligue 1 qu'il a compris la leçon, si on peut dire. Très bien pour cette rétrospective de la saison passée, mais également de la saison précédente pour comprendre un petit peu la trajectoire d'Alexandre Oukidja. Maintenant, il est temps de se plonger dans la saison à venir. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, m'a opposé Richard. Et quand on se plonge dans la saison 2020-21, on se rend compte qu'il y a eu un changement dans l'effectif gardien. On a toujours Alexandre Oukidja, numéro 1, 32 ans, 1m84, algérien, sous contrat jusqu'en 2023. On a toujours Paul Delcroix, 31 ans, 1m85, français, sous contrat jusqu'en 2021. Et on a l'arrivée de Marc-Aurèle Caillard, en provenance de Guingamp, 26 ans, 1m91, français, sous contrat jusqu'en 2022. On a également toujours le même duo d'entraîneurs avec Christophe Marichès, l'historique du club, et Vincent Ognon, le coach. On va continuer sur Alexandre Oukidja avec un débat par rapport à son potentiel. Donc, il arrive à 32 ans. Il a fait sa première saison pleine de Ligue 1. Donc, tu es revenu rapidement sur sa saison un peu tronquée avec Strasbourg. Thomas, pour toi, a-t-il atteint son apogée, notamment au regard de son profil technico-tactique ? Pour faire une petite présentation assez globale d'Oukidja en tant que gardien de but, c'est un gardien assez explosif. Il a une réelle qualité dans ses déplacements au niveau de ses appuis. Il a une faculté à bien sortir dans le jeu aérien. Par contre, attention à ne pas se laisser déborder parfois par ses émotions, justement, comme vous disiez, dans la prise de décision. Parce qu'il est conscient quand même d'avoir une certaine aisance dans le domaine aérien. Et parfois, il a tendance à peut-être à sortir alors qu'il n'y a pas lieu d'être, en fait. Et quand on est une équipe qui joue le maintien, c'est vrai qu'avoir un gardien qui s'impose dans les airs, c'est très important, c'est rassurant pour une défense. Mais il faut le faire à bon escient. Pour illustrer un peu ce que je dis, il y a un match face à Saint-Etienne où Metz gagne 3-1. Et à un moment, donc, je ne sais plus qui centre pour Saint-Etienne. Et Oukidja, il est à peu près au niveau du deuxième poteau, mais au niveau du point de pénalty. Donc, si vous voulez, vous continuez du deuxième poteau jusqu'au point de pénalty. Grosso modo, il est là.
et il veut s'interposer et il s'entrechoque avec un de ses défenseurs et en fait il ne parvient pas à capter le ballon ou il essaie de la repousser mais c'est pas très bien fait et donc il y a Kadri qui reprend le ballon et assez miraculeusement Oukidja il est par terre, il met les mains un peu voilà pour fermer l'angle à Kadri et il fait un arrêt quand même assez chanceux mais il l'a fait parce qu'il s'est bien rattrapé quand même, il a eu le bon réflexe ou la bonne réflexion plutôt de fermer l'angle malgré sa bêtise entre guillemets. Donc une progression qu'il doit faire, c'est les prises de décision globalement. Et il y a aussi l'aspect tactique, donc le jeu au pied. Parfois peut-être il est bon son jeu au pied, mais il faut savoir où la bonne zone, quelle zone viser, quelle zone toucher pour ses coéquipiers. Par exemple trouver par exemple le jeu mi-long qui est plus propice parfois que le jeu court, etc. Savoir quelle zone toucher au bon moment. Et il manque aussi de justesse parfois dans ses placements, dans la gestion des espaces, où parfois, par moment, il fait les 3-4 pas en avant en profondeur, il se rend compte qu'il est peut-être trop tard, mal placé et un peu en retard. Du coup, il se rétracte. Et bon, parfois, il parvient justement, face à Strasbourg, ça lui est arrivé de se rattraper comme ça en faisant un bal arrêt. Mais attention à ses prises de décision, parfois un peu trop impulsives, qui peut coûter cher, mais c'est vraiment des axes de progression. Mais autrement, globalement, c'est plutôt un bon gardien et je trouve qu'on voit plus ses qualités à Metz qu'à Strasbourg. Socket, pour compléter notamment sur le jeu au pied, il faut être un suiveur assez assidu, il faut regarder les matchs pour son jeu au pied, qu'on se le dise. Comment tu l'as trouvé ? Insuffisant, tout simplement, parce que alors il y a effectivement le fait d'être au stade, où là on a les yeux et on voit que quand le jeu long à outrance est utilisé et qu'il aboutit à une touche pour l'adversaire ou en règle générale à la perte du ballon, on considère que tout de suite il y a un problème dans l'aspect tactique de pourquoi ne pas jouer court, réussir une passe, et pourquoi être obligé de jouer long. Et c'était très bien dit, il a effectivement normalement un jeu court intéressant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il use à outrance d'un jeu long qui est inefficace. Et ça se voit sur le terrain, mais je dirais, si on veut un peu plus prolonger la chose, au niveau des statistiques, moi, j'avais un peu regardé la question. Aujourd'hui, il est à quelque chose comme 34% de passes réussies, ce qui le situe dans les gardiens les plus bas de Ligue 1. Aujourd'hui, j'ai vu, je crois qu'il y a Lafont et Bernardoni qui sont juste derrière lui. Et cette stat-là, elle est un peu à compléter, je veux dire, avec une autre stat qui, là, par contre, caractérise bien l'aspect jeu long. C'est qu'aujourd'hui, si on prend la distance moyenne de ses passes, il fait des passes à quasiment plus de 40 mètres, en moyenne. Mais ce que tu disais tout à l'heure, quand tu parlais de l'arrivée de Dylan Brown, ou qui s'est vraiment été le premier défenseur à avoir un bon jeu court, je pense qu'aussi, il est peut-être influencé par le fait qu'il sait que ses coéquipiers, s'il fait des relances courtes, ils sont pas très à l'aise balle au pied et ils préfèrent pas prendre de risques et de plutôt dégager plutôt que relancer. Quand on dit ça, quand on est gardien, c'est quand on dit dégager, c'est-à-dire dégager le danger et pas chercher à avoir une réflexion et pas instituer une première passe longue pour son équipe. Donc c'est ça le décalage qu'il y a. Donc après, à voir si maintenant il va évoluer tactiquement. Je pense qu'ils vont voir aussi avec le coach et puis ses coéquipiers également de davantage user le jeu court qui est d'être plus efficace, d'autant plus que devant je sais pas si Habib Diallo va rester, mais l'attaquant, il faudrait qu'il ait un bon profil pour garder les longs ballons de Oukidja. Donc s'ils prennent un autre profil, peut-être qu'Ambrose, s'il joue dans l'axe, Ambrose est peut-être moins propice à garder les ballons dos au but, donc changer cette perspective dans les relances messines. Et pour compléter, au-delà d'avoir un grand attaquant, il faut aussi être performant sur le deuxième ballon. Parce que vous regardez Barcelone, ils n'ont jamais eu de grands mecs devant. Par contre, sur un deuxième ballon, ils sont toujours là par leur mobilité. Ouais. Mais effectivement, c'est pour ça que quand je dis souvent que le choix que fait Oukidja, il est aussi un choix tactique, et ça a été très bien dit, c'est que quand on a une tour, parce que c'est une tour, Habib Diallo, je veux dire, il est là pour vraiment réceptionner les ballons longs. Il y a aussi, il ne faut pas oublier Openget, qui sur le côté a aussi un très bon profil pour essayer de justement jouer les duels aériens. La stratégie, effectivement, elle est de chercher ces joueurs-là. Sauf que la problématique, c'est qu'effectivement, il faut déjà réussir à aller jusqu'à ces joueurs-là, ce qui, dans le cas d'Oukidja, est pas facile, même quand la balle est arrêtée.
On parle bien de 6 mètres. Hein, je veux dire, les 6 mètres qui vont en touche, elles sont dans les stats, mais elles sont aussi, je dirais, visuelles. Hein. Quand on est au match, on peut voir ça. Mais encore une fois, ce qui est bien, c'est que cette problématique, elle est sortie de la bouche de l'entraîneur des gardiens même, lors d'une interview d'après-match, en disant effectivement, Ukidja a des problèmes sur son jeu au pied. On est conscient du problème, on va travailler sur ce problème-là. Et je dirais tant mieux, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui persistent à se dire « Ouais, allez, je vais continuer à jouer long, j'ai des joueurs pour ça, je m'en moque de s'il la sort ou pas. » Là, il y a une problématique qui a été effectivement remarquée, et ils travaillent, comme c'était le cas dans certains clubs ou avec des gardiens qui n'avaient pas forcément un bon jeu de pied. Ça travaille pour améliorer son jeu de pied, et en plus, l'arrivée de Dylan Brown pour justement avoir là quelqu'un qui techniquement peut être capable de faire des jeux longs et dont on sait qu'il n'y aura pas un déchet très important. Donc, c'est bien de voir une évolution à ce niveau-là, en tout cas. Très bien. Oui, c'est vrai que c'est intéressant qu'il y ait une conscience, en fait, en tant que le staff technique et le joueur, parce que souvent, il y a des gardiens qui se voilent la face, on va dire. Je sais, par exemple, un gars comme Lafont à Nantes, je sais que voilà, on n'a pas vu une progression cette année, mais une régression. Donc, voilà. Très bien, donc OK pour le géoplay d'Okidja. Pour résumer ce que vous avez dit, moi je trouve qu'il a plutôt progressé peut-être dans la gestion de ses émotions. En tout cas, tu le confirmes. Si on regarde même les matchs au niveau de ses sorties, oui. Le choix de ses sorties est meilleur. Je dirais même, pour compléter, que en début de saison, des fois, il est presque démembré lors de ses sorties. C'est-à-dire qu'il sort un peu comme ça. Comme ça. Et on voit qu'à la fin, il faisait presque les sorties un peu hantées. Disons qu'il il avait un corps plus compact. Surtout, c'est important pour un gardien qui est très fin comme lui et d'1m84. Donc, il y a également donc, le profil psychologique qui a amélioré au niveau du caractère impulsif. Est-ce qu'il peut continuer à progresser, à votre avis, ou si Metz veut aller au-dessus, il faudra prendre un autre gardien? Je pense que le projet à court terme pour Metz, c'est pas d'aller plus loin, c'est vraiment de rester en Ligue 1 et le faire au fil des années, que ce soit plus facile au fil des années. Après, il peut évoluer parce que comme tu évoquais là tout de suite, Nico, quand tu dis qu'il commençait à faire les sorties en croix, etc., ça prouve aussi une faculté de travail chez Ukidja, une volonté de progresser. D'autant plus qu'il s'est révélé assez tardivement quand même voilà, pour jouer en Ligue 1. Donc il avait une trentaine d'années quand il jouait à Strasbourg en Ligue 1. Donc c'est assez tard pour un gardien, mais en même temps c'est un bon âge, on va dire, pour un gardien. C'est à l'âge de la maturité un peu plus on va dire, hein, la maturité tardive, mais il a encore 3-4 ans je pense de bon niveau hein, pour Ukidja. Et puis en plus je pense que son expérience avec l'Algérie en tant que troisième gardien l'a aidé aussi à grandir mentalement et à connaître le haut niveau et savoir ce qu'il faut faire pour progresser. Champion d'Afrique également. Et oui, exactement. Et oui, donc cette faculté à vouloir progresser, voilà, il a touché un peu le haut niveau. Hein, donc il se dit voilà, quels sont les éléments pour que je progresse. Donc il a la capacité de travail. Après, c'est vrai que là, on est peut-être dans le meilleur moment de sa carrière, mais je pense qu'il ne faut pas occulter aussi l'aspect que voilà, le fait d'être à Metz, ça lui permet d'avoir une légitimité et qu'il a plus confiance en lui et que voilà, il est dans un club où on lui fait confiance. Et ça, l'aspect mental n'est pas négligé. Et quand un gardien est très bien dans sa tête, tu vois plus aisément ses qualités. Et justement, par rapport à cet aspect concurrence et également à la question qu'on vient de se poser sur son apogée, une question, pourquoi faire venir Marc-Aurèle Caillard, donc, qui était titulaire en Ligue 2 à Guingamp l'an passé. Tu nous disais en préambule de l'émission, Socket, que ce qui avait réussi cette année, c'est qu'il y avait un numéro 1 clair, Ukidja, et un numéro 2 clair, Delcroix, sans faire jouer la concurrence, un petit peu comme il y avait eu cette année au Stade Rennais. Quelle vision as-tu là-dessus? C'est-à-dire que moi, je suis très content que ce qui se passe à Metz actuellement mette un peu à terre cette idée qui est très répandue dans la masse populaire, qui est que il faut avoir un numéro 1 et un numéro 2 qui se mettent dans une concurrence exacerbée, et à la fin, il y aura un gagnant et un perdant, et le club en sera grandi.
Je veux dire, on va pas refaire les exemples même dans des grands clubs, hein, où on a tenté de voir 2 gardiens d'un niveau similaire pour essayer d'exacerber le niveau des gardiens, avec au final un échec des fois cuisant. Hein. Je pense que les supporters du Barça s'en souviennent très bien avec Ter Stegen et Bravo. Hein, ça a été l'exemple parfait. Alors, ils ont quand même été champions d'Europe en 2015. Oui, oui. Mais je suis. Alors, c'est pour ça, je pense que ce truc-là, c'est dans les très grands clubs. Ou notamment au Paris Saint-Germain, tu veux qu'Areola il soit un peu plus au top quand il y avait Areola Trapp. Tu veux également que du coup Ter Stegen il soit super fort en Coupe d'Europe, sinon c'est Bravo qui allait jouer. Mais en effet, comme tu dis, là on a un exemple clair que dans les clubs entre guillemets moyens de Ligue 1 pour s'entraider. Notamment dans cette situation-là où on voulait vraiment que le novice de la Ligue 1, enfin en tout cas le gardien qui n'avait pas fait encore de saison pleine, fasse une saison pleine, ça a marché. Ça a marché et comme tu l'as très bien dit, dès le début, quand Alexandre Oukidja est arrivé au club, quand Paul Delcroix est arrivé au club, c'était clair, Oukidja serait numéro 1, Paul Delcroix serait numéro 2 et la relation entre les deux a été super bonne. Moi, j'ai vu de l'extérieur et même un peu plus proche comment c'était un peu leur relation. Les 2 gardiens s'entendent très très bien. Ils sont chacun à leur place. Et après, le résultat, c'est la saison d'Oukidja la saison dernière. C'est-à-dire que il est parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1 sans avoir eu un numéro 2 qui va l'embêter dans une concurrence. Et mine de rien, je dis pas qu'il ne faut pas avoir 2 gardiens d'un même niveau en concurrence. Je dis juste que il arrive que, effectivement, ne pas avoir 2 gardiens à un niveau similaire peut quand même permettre à un numéro 1 de travailler tranquillement et de quand même faire de bons résultats. Et Metz a été un exemple intéressant et c'est pour cela que quand nous avons appris l'arrivée de Marc-Aurèle Caillard, on s'est dit que cette chose allait peut-être changer et c'est un peu de flou en fait sur l'avenir. Que va être l'avenir ? Oui, tu penses que c'est une mauvaise idée ? Je sais pas si c'est une mauvaise idée ou pas parce que j'ai pas de boule de cristal. Je suis pas comme ceux qui disent oui, mais ça va très très bien se passer. Je sais pas en fait comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que la situation sera plus la même parce que à l'heure où on parle, Caillard a très bien dit que il vient au club pour être numéro 2. C'est sorti de sa bouche, c'est pas une supposition. Il dit voilà, je viens ici pour être numéro 2. Donc comme ça, Paul Delcroix, ça a été clair de la part de Caillard que Delcroix est mis numéro 3. Comme ça a été dit. Maintenant, on ne sait pas c'est quoi l'ambition de Marc-Aurèle Caillard. Je veux dire, il a 26 ans. Ça a été très bien dit qu'il a touché la Ligue 1 pendant une demi-saison quand il était à Guingamp. Si son ambition, c'est d'être le plus rapidement possible en Ligue 1, là, on n'est plus dans la même relation de concurrence qu'il y avait entre Oukidja et Delcroix. Là, on est peut-être dans une nouvelle concurrence qui va peut-être être exacerbée. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est plus la même situation. Et là, pareil, comment va réagir Oukidja à Marc-Aurèle Caillard ? Est-ce qu'il va être dans une très très bonne relation ou est-ce qu'au contraire il va sentir une menace et est-ce que ça ne va pas affecter ses performances sur le terrain ? Et ça, c'est un grand mystère et aujourd'hui, personne ne peut prédire comment ça va se finir la saison prochaine. Il y a aussi un point important, et c'est souvent le cas dans les clubs. Marc-Aurèle Caillard, c'est un profil différent d'Alexandre Oukidja, donc il lui rend 7 cm avec son 1m91. Il est, comme tu l'as dit, plus jeune. Thomas, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, Vincent Augnon qui voudrait un gardien plus grand à terme ? Comment tu vois la situation ? Personnellement, moi, je pense que déjà Caillard aussi vient pour les coupes. La Coupe de France, je pense que Delcroix, il me semble pas qu'il a été vraiment très performant l'année passée. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là. Et le fait aussi d'avoir un numéro 2 au cas où, peut-être un peu plus, pas expérimenté, mais un peu meilleur, comment dire, en cas de blessure ou de, je sais pas, de suspension ou de mésaventure chez Oukidja. Il y a cette assurance-là. Mais après, comme tu disais, Socket, je pense que pour moi, pour des clubs qui n'ont pas des prétentions de titre ou européennes, le numéro 2 en fait, doit être là pour titiller le mec à l'entraînement, bien sûr, bien évidemment, mais pas le titiller pour prendre sa place, mais pour l'accompagner à être performant le week-end. Donc, comment Caillard va être là ? Parce que d'autant plus qu'à lui, à Guingamp, quand il était numéro 2, c'était pas pour être...
il a voulu prendre la place de Johnson et il l'a fait, d'autant plus. Il avait raison de le faire d'ailleurs, parce que Johnson n'a pas été performant. Donc, bien évidemment. Là, après, il arrive en tant que recrue. Donc, je pense qu'au début, Kayar ne va pas chercher à, on va dire, peut-être à être trop véhément ou trop exacerbé avec Okidja, parce que c'est une recrue. Donc, pour s'intégrer, c'est pas très intelligent de le faire. D'autant plus que je pense qu'Okidja est apprécié dans le vestiaire messin, qu'il a un rôle de leader sur le terrain très important. Même si lui, Okidja l'avoue lui-même qu'en dehors, c'est pas un leader naturel, mais sur le terrain, en tout cas, il fait tout pour. Donc, Okidja a plus de légitimité que Kayar pour l'instant. Et d'autant plus qu'il a fait que Kayar avec 6 mois en Ligue 1 Guingamp. Et bon, ok, à part une dizaine de matchs, il a voiture Coupe de la Ligue. Personnellement, il m'a pas impressionné. Donc, est-ce que Oignon, à l'avenir ou à moyen terme, il anticipe déjà le fait que Okidja pourrait partir ou une éventuelle baisse de forme d'Okidja, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un changement de stratégie en prenant Kayar également, évidemment. Et il y a aussi une perspective. Alors, c'est là où, en préambule, on parlait un peu de ça. Il y a une perspective dont personne ne parle. C'est la saison 2021-2022. Alors ça, c'était un peu complexe à voir venir. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que 2021-2022, donc si on se projette vers le mercato 2021, Paul Delcroix, qui était le numéro 2 la saison dernière, sera en fin de contrat, puisque l'option qui était sur son contrat qui courait jusque cet été a été activée pour une année supplémentaire. Le troisième gardien jeune, qui s'appelle Guillaume Ditch, qui est prêté du côté du club satellite à Seraing, lui aussi arrivera en fin de contrat. Et donc, il y a déjà deux gardiens qui potentiellement, en théorie, sont hors course pour la saison 2021-2022. Et il y a une chose que tout le monde oublie, c'est qu'en janvier 2022, il y a accessoirement une Coupe d'Afrique des Nations. Et la Coupe d'Afrique des Nations, Alexandre Okidja est actuellement le numéro 2 de la sélection algérienne. À moins qu'il nous fasse des performances absolument exécrables, je vois pas comment il peut être éjecté de ce statut de numéro 2. Et donc, la théorie voudrait que, avant Kayar, il n'y ait plus un seul gardien en janvier 2022. Et la théorie que nous, on avait à la Maison du Grenat quand on avait fait la vidéo sur l'arrivée de Marc-Aurèle Kayar, c'est qu'on pense que le signe en 2022, ça permet au club de voir comment il se comporte sur une année, c'est-à-dire jusqu'au mercato 2021. Et si jamais il apporte satisfaction sur le mercato 2021, de pourquoi pas déjà le prolonger pour s'assurer peut-être pour 2023-2024. Il a que 26 ans, donc ça laisse comme une petite perspective. Et parce qu'aujourd'hui, si on veut, parmi les jeunes, c'était le jeune Guillaume Ditch qui est prêté à Seraing, mais il y a toujours une incertitude. Très jeune joueur, qu'est-ce qu'il pourrait donner en tant que numéro 1 temporaire au mois de janvier-février 2022? Et donc, la théorie, c'est peut-être de se dire, en fait, on prépare tout simplement la saison d'après. Et vu que certains dirigeants préparent la saison 2021-2022 dès décembre 2020, hein, parce que les mercatos généralement se préparent déjà 6-7 mois à l'avance, c'est pas impossible que, voyant l'opportunité d'un gardien qui était libre de tout contrat, faut le rappeler, ils se disent ça va pas être évident de trouver non plus un gardien en se précipitant. L'opportunité se présente. Le numéro 2, Paul Delcroix, effectivement, comme c'était très bien dit, les performances sont pas extraordinaires. C'est un fait, hein, même si l'échantillon de match est très très faible, hein, les coupes et 2 matchs de championnat, c'est un échantillon qui est très très faible. On fait une pierre deux coups. À court terme, on s'assure un gardien numéro 2 qui peut répondre présent. Et sur le long terme, on va régler ce petit problème de la saison 2021-2022 en essayant justement de ne pas être handicapé par ces absences potentielles lors de cette saison-là. En effet, très bien pour ce point complet sur l'arrivée de Marc-Aurèle Kayar. Avant de passer à la main ferme, on va te poser la question rapide. Quelle sera pour toi la défense titulaire des Grenats la saison prochaine? Tout d'abord, Okidja dans les buts. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion à avoir là-dessus. Pour la défense centrale, alors la paire John Boy et Dylan Brown a donné entièrement satisfaction. Et je vois pas pourquoi ça en serait autrement, d'autant que les numéros 2 à ce poste sont soit très jeunes, soit pas autant performants que les 2 premiers cités. Donc, je pense que dessus, il n'y a pas de souci. Donc, Dylan Brown et John Boy en défense centrale. Et sur les postes de latéraux, à droite, Fabien Santons, qui a fait une saison, pour une première saison en Ligue 1 absolument, je trouve, très très belle, hein, toujours une pente ascendante qu'il a su bien exploiter. Le poste de latéral gauche, c'est un peu plus compliqué. Il y a une petite bataille qui va s'annoncer entre Mathieu Hudol,
qui a fait toute la deuxième partie de saison du côté du FC Metz, et Thomas Delaine, qui avait fait toute la saison 2018-2019 en Ligue 2. Mon cœur va pencher vers Mathieu Hudol, que je trouve plus équilibré dans le profil défensif-offensif, alors qu'un Thomas Delaine est beaucoup plus offensif, et on l'a très bien vu en coupe contre Rouen, mais aussi en première partie de saison, qu'il avait du mal défensivement à résister aux attaques des ailiers adverses. Donc voilà, une défense Hudol, Dylan Brown, John Boy, et Fabien Santonze en tant que latéral droit. Très bien pour ce point complet sur les défenseurs messins. Maintenant, on va passer à la main ferme. Le moment décisif où vous allez nous dire si Metz sera européen ou relégué ou dans le ventre mou du classement. Vous pouvez dire ce que vous souhaitez. Ça tombe bien. Personne vous contredira. En effet, 30 secondes où vous évoquez la saison de Metz, mais également la saison du gardien. On va commencer par toi, Socket. Alors tout d'abord au niveau de la saison du FC Metz, alors évidemment je souhaite le maintien, je me contenterai d'une 17e place, on est sur une saison pour essayer de se maintenir à nouveau, après une première saison qui a abouti au maintien. Donc pas de pression, il faut aller étape par étape, ne pas faire comme certains le disent, tout de suite chercher la place européenne. Et pour Oukidja, s'il peut progresser sur son jeu de pied, je pense qu'il fera passer un cap à lui-même, mais surtout à l'équipe qui en a bien besoin dans l'organisation tactique et je dirais l'organisation offensive de l'équipe. Super Socket, à toi Thomas. Alors moi je vais mettre Metz 18e et barragiste. Moi je vois plutôt une saison délicate sur le plan collectif, une régression collective chez Metz, et je pense que l'éventuelle perte d'Habib Diallo va faire très mal à Metz. Pour Oukidja, je pense qu'il a continué à progresser comme on le disait, parce que je fais confiance à sa volonté de travail. Après, à voir s'il sera décisif pour l'éventuel barrage contre le club de Ligue 2. Très bien. En tout cas, Thomas s'est mouillé avec ce pronostic. Rendez-vous en fin de saison prochaine. Nous arrivons à la fin de ce club par club consacré au FC Metz. N'hésitez pas à réagir si vous avez un autre point de vue que nous sur la saison à venir et à aimer l'épisode s'il vous a plu. Pensez également à écouter les nombreux épisodes précédents et à suivre la sortie des derniers épisodes les prochains jours en vous abonnant à la chaîne. Merci de nous avoir suivis et en attendant, nous vous souhaitons d'aller la chercher main opposée. Ciao, ciao. Salut.